Parfait. Bien, bonjour tout le monde. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui avec Audrey, on va parler avec vous des particularités des violences sexuelles vécues par la communauté LGBTQ au Québec. Donc ici, vous avez le plan de notre présentation, qui est un plan quand même assez standard. Mais en gros, comment est-ce qu'on va fonctionner? C'est que je vais présenter les principaux résultats de l'étude Sa vie LGBTQ en lien avec les violences sexuelles. Ensuite, Audrey va les commenter, nous partager son expérience sur le terrain et ainsi de suite pour tous les principaux résultats de l'étude Sa vie. Mais avant de commencer puis de rentrer dans les résultats, brièvement, pour ce qui est du contexte et des statistiques, au Canada, plus d'un tiers des femmes seraient victimes d'agressions sexuelles au moins une fois dans sa vie. Pour les hommes, cette prévalence s'élèverait à 9 %. Et chez les victimes de violences sexuelles, les membres de la communauté LGBTQ seraient surreprésentés. Donc, comme je viens de le mentionner, la présentation d'aujourd'hui se base sur les données du volet qualitatif du projet de recherche Sa vie LGBTQ. Donc, dans le cadre d'entrevues semi-dirigées, on a demandé à nos 137 participants de reconstituer leur parcours de vie par rapport à leur famille, au travail, à leurs réseaux sociaux et à leur identité. Donc, il n'y avait aucune question qui portait spécifiquement sur des expériences de violence sexuelle, mais pourtant, on a 13 participantes qui sont quand même rentrés en détail par rapport à leur expérience avec la violence sexuelle. Donc, on s'est dit qu'il serait pertinent de se pencher là-dessus plus en profondeur pour justement aller comprendre les particularités de ce vécu-là. Puis, on a sollicité l'aide d'Audrey, justement pour nous aider à analyser nos données. Puis, d'ailleurs, avant de commencer, Audrey, je me demandais si tu peux nous parler un petit peu plus du Centre de solidarité lesbienne et de sa mission. Oui, bien en fait, le Centre de solidarité lesbienne, initialement, a été fondé en 1996 sous le nom de Groupe d'intervention en violence conjugale chez les lesbiennes, pardon. Et donc, ça fait plus de 25 ans vraiment qu'on travaille au niveau de la violence dans les relations lesbiennes et queer. Puis nos services sont maintenant inclusifs des personnes trans, des personnes non-binaires, ainsi que de toutes sortes de configurations relationnelles, que ce soit non monogames ou polyamoureuses. Donc, voilà pour ce qu'on fait au CSL. Oh. OK, voilà. Parfait. Donc maintenant, si on se penche sur nos résultats, le premier élément qui est vraiment ressorti de nos analyses, c'est que l'agression vécue va avoir une influence sur le parcours romantique et sexuel des victimes. Donc, plusieurs participantes ont questionné leur identité suite à l'agression, particulièrement lorsque l'agression a lieu pendant la période de découverte de sa sexualité. Donc, c'est une agression sexuelle perpétrée par un homme. Plusieurs participantes bisexuelles rapportent s'être questionnées quant à leur attirance pour les hommes. Donc, elles affirment s'être demandées si elles n'étaient pas tout simplement lesbiennes, ou bien si ce n'était pas plus simple d'ignorer leur attirance pour les hommes et d'entrer en relation seulement avec des femmes. D'ailleurs, le fait de ne pas avoir apprécié la relation sexuelle non consensuelle a poussé Nicolas, un homme cis-gay âgé de 36 ans, à se demander s'il n'aimait tout simplement pas avoir de relation sexuelle avec des hommes, puisque cette agression sexuelle fut sa toute première relation sexuelle. Donc, Nicolas nous dit « Moi, à cet âge-là, je ne savais pas si j'aimais mieux les gars ou les filles. Parce qu'à l'école, on ne voit pas c'est quoi l'homosexualité. On ne comprend pas ça, on ne nous explique pas c'est quoi. Puis quand ça s'est passé, tu te poses la question, OK, mais j'ai pas vraiment aimé ce qu'il m'a fait. Mais est-ce que j'aime vraiment les gars? J'aime-tu mieux les filles? Donc, tu te poses encore plus de questions, puis tu sais pas trop, ça vient que tu te questionnes encore plus. Déjà, à cet âge-là, tu te questionnes un peu sur ton orientation sexuelle, mais là, tu as eu la chance de peut-être te découvrir et tu as un peu repoussé ça. Puis tu te dis, peut-être finalement, je suis pas gay. Puis tu te dis, mais j'aime pas les filles. Donc, c'est beaucoup de questionnements, c'est beaucoup de choses. Tu as la tête qui tourne, ton estime de soi est par terre, et c'est comme ça pendant des années. Puis, concernant l'identité de genre, certaines participantes expriment vouloir enrayer leur féminité afin d'éviter les schémas relationnels hétérocentrés qui vont dicter que l'homme doit être en contrôle puis que la femme doit se soumettre à lui. Donc, à cet effet, on a nommé une personne queer non-binaire de 23 ans qui nous explique. Côté identité de genre, je dirais que mon agression, ça a beaucoup influencé ma relation avec les hommes. Et je trouve que dans tout ce qui est relations sexuelles et relations romantiques, ça m'a fait me dire que j'ai pas envie d'être la fille dans la relation. Ouais, j'ai l'impression que je me sens plus genrée au féminin quand je suis dans des interactions avec des gars. Il y a des situations où j'ai l'impression de fuir des possibles relations amoureuses avec des gars parce que j'ai vraiment peur de tomber dans des patterns très hétéronormés où c'est plus le gars qui prend le contrôle et qui lead dans les débuts de relation, puis ça me tentait pas du tout. Donc, maintenant, je me demandais, Audrey, est-ce que ce que nos participants nous ont partagé résonne avec ton expérience sur le terrain? Tout à fait. Sur le terrain, on voit beaucoup des femmes bisexuelles et pansexuelles avoir vraiment une aversion pour les relations avec des hommes.
suite à des agressions sexuelles. Donc, ces personnes-là renoncent à des relations malgré leur attirance sexuelle romantique avec les hommes. On entend aussi beaucoup de commentaires là, où on va mettre tous les hommes dans le même panier. Donc, on va dire que les hommes sont sexistes, sont lesbophobes, biphobes, transphobes, qui les mettent aussi dans un carcan très hétéronormatif au niveau de leur couple, de leur sexualité. Puis il y en a plusieurs pour qui ça semble impossible, après l'agression, de trouver un homme avec qui être en relation. Par rapport au questionnement de l'attirance envers les hommes, c'est un peu le même principe, c'est qu'on voit beaucoup des femmes bisexuelles, pansexuelles parler des hommes comme étant des personnes violentes, qui invalident leur identité bisexuelle aussi. Donc, quand on est dans un couple qui est hétéro-passing, on est quand même bisexuel, puis cette portion-là de l'identité est effacée dans les relations avec les hommes. On entend aussi beaucoup de pression de la part des hommes à avoir des relations sexuelles à plusieurs personnes, impliquant plusieurs femmes, alors que ce n'est pas nécessairement la volonté des femmes. On observe aussi un fétichisme de certaines orientations sexuelles ou identités. Par exemple, l'érotisation des relations lesbiennes, donc qui découle en grande partie de la pornographie. Aussi l'érotisation des corps trans et aussi de certaines communautés ethnoculturelles. Ça peut être le cas, par exemple, des femmes asiatiques là, qui vont être en fait érotisées davantage. Tout ça mène un peu à une forme de honte chez les femmes bisexuelles et pansexuelles par rapport à leur identité. Donc, elles se demandent, en fond, pourquoi je suis attirée par un homme? Je ne devrais pas l'être, considérant les comportements, puis considérant aussi la construction sociale, en fait, qu'on se fait d'un homme. Je ne devrais pas être attirée par ces personnes-là. Ça mène aussi certaines personnes à dire qu'elles sont plutôt lesbiennes que bisexuelles ou de ne pas nécessairement trop en parler dans les milieux sociaux. Puis ça découle évidemment, c'est ça, de la honte d'avoir cette attirance envers les hommes. Finalement, on ne voit pas particulièrement, là, contrairement aux données, des femmes qui veulent enrayer leur féminité, mais je dirais qu'on ne le voit pas de manière consciente. Quand on creuse un petit peu, on voit par exemple qu'il y a un changement d'apparence chez les femmes. Bon, évidemment, découlant de l'agression, il peut y avoir des conséquences à ça, dont la prise de poids chez certaines personnes. Il y a aussi des changements vestimentaires. Donc, on remarque que les personnes vont porter des vêtements plus amples, moins féminins. Puis, quand on creuse, c'est ça, davantage, on voit que c'est des moyens, en fait, de se protéger, de sortir des standards de beauté, puis un peu du regard des hommes hétéros, surtout. Parfait. Puis maintenant, le deuxième élément qui est ressorti de notre analyse, c'est que l'agression est parfois motivée par l'identité des victimes. Donc, plusieurs participantes de notre étude soulèvent que leur agresseur a utilisé leur identité afin de justifier leur agression. Donc, leurs différences et marginalités ont servi d'excuse aux agresseurs. Et puis, en raison du lien qui est établi par l'agresseur entre l'agression et l'identité des victimes, certaines participantes ont l'impression d'avoir mérité ce qui leur est arrivé en raison de leur identité. Donc, en effet, plusieurs participantes rapportent avoir l'impression que l'agression était de leur faute. Donc, à cet effet, on a Loulou, une personne pansexuelle et non-binaire âgée de 45 ans, qui nous explique « Pendant qu'il faisait ça, moi, c'est sûr que je lui ai dit d'arrêter. Ça n'avait aucun sens. Lui, ce qu'il m'a répondu, c'est que j'étais un monstre et que c'était pas grave. Qu'on me faisait ça parce que c'était pour me faire comprendre que j'étais un gars, que j'étais pas une fille, que le fait de penser comme ça faisait de moi un monstre. Donc, ce n'était pas grave s'il me violait, parce que tu ne peux pas faire mal à quelqu'un qui est un genre de monstre. » Donc, ces participantes ont ensuite dû désapprendre ces notions de culpabilité afin de comprendre que leur différence, leur marginalité, ne rendait pas du tout justifiable la violence vécue. Donc, notamment, l'agression a parfois influencé le parcours de transition aussi de certains et certaines participantes trans, parce que se sentant monstrueuses après l'agression, et elles ont retardé leur transition afin de se sentir plus normales ou comme étant entre guillemets, des bonnes personnes.
Puis, d'ailleurs, ça, je me demandais, Audrey, est-ce que ça résonne avec ton expérience? Oui, également. Il y a 2 éléments là, qui me viennent. En fait, encore une fois, chez les personnes bisexuelles, les préjugés qui sont véhiculés à l'égard de leur identité sont utilisés comme une justification aux agressions sexuelles. Quand on parle de ces préjugés-là, notamment, on parle du fait qu'une identité bisexuelle, ça serait une indécision ou une homosexualité ou un lesbianisme refoulé, par exemple. Que les personnes bisexuelles ont une propension à l'infidélité, à contracter des ITSS, par exemple, que ces personnes-là ont une sexualité qui est débridée. Tout ça fait en sorte que certaines personnes se donnent le droit de ne pas respecter les limites des personnes, puis de commettre des actes d'agression à caractère sexuel. L'autre chose, c'est que nous, on remarque sur le terrain qu'il y a que l'agression en tant que telle influence le parcours de transition pour les personnes trans. Je veux mentionner que ce n'est pas mon expertise, mais je veux vous témoigner quand même de ce qu'on a vu au CSL. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui peuvent influencer les dimensions de la transition là, sociale, légale et médicale, mais à notre connaissance, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plus de remise en question de l'identité chez les personnes trans qui sont survivantes de violences sexuelles. Ça peut jouer sur plusieurs niveaux. Ça peut à la fois accélérer la transition parce qu'on veut être cispassing ou on veut performer le genre, par exemple, performer le genre féminin. Puis ça découle du fait que les personnes pensent que c'est leur identité trans qui ont fait en sorte qu'elles ont été victimes de violences. Puis c'est ce que les agresseurs véhiculent également lors des agressions. Mais ça peut aussi retarder ou remettre en question ou complètement stopper la transition des personnes. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on entend de plus en plus des personnes parler du choc qu'elles ont au fil de leur transition par rapport à l'attitude des autres puis au regard des autres sur leur identité. Par exemple, les femmes trans, plus leur transition s'accélère, plus elles se sentent la cible de comportements et de violences comme le harcèlement, des violences sexistes, etc. Puis donc, les femmes trans se sentent d'autant plus vulnérables par rapport à des agressions sexuelles qui seraient potentielles. Puis de mon côté, j'aurais un dernier résultat à vous présenter. Donc, dans le cadre de notre recherche, on a constaté que certaines particularités de l'appartenance à la communauté LGBTQ vont venir compliquer le processus de dénonciation et le processus de recherche d'aide. Donc, notamment les stéréotypes attachés aux agressions sexuelles et l'hétéronormativité. Donc, d'ailleurs, on a Samuel, qui est un homme cis gay âgé de 20 ans, qui nous explique la honte qui rentre là-dedans. En plus, il s'agit de 2 gars dans l'histoire. Ce n'est pas comme si j'étais une petite fille, que c'était un petit gars qui me fait ça. Souvent, c'est moins honteux parce que c'est un peu la normalité des choses. Mais là, c'est le contraire. Ça se passe entre 2 gars. Et lui est un petit peu plus vieux que moi. Il est hétéro à 100 %. Donc, la famille, après ça, quand tu le dis, ils ne te croient pas. Ils disent que je suis un menteur parce que c'est impossible que cela soit passé. De plus, les services et ressources pour victimes de violences sexuelles ne sont pas adaptés aux membres de la communauté LGBTQ. Donc, notamment, la violence entre femmes est mal connue et les services sont pratiquement inexistants. Donc, à cet effet, on a Madeleine, une femme cis bisexuelle de 31 ans, qui nous explique la violence conjugale dans les couples lesbiens. Je trouve que c'est vraiment pas connu. Et je trouve que souvent, quand les groupes féministes parlent de violence conjugale, ils veulent pas parler de ça parce qu'ils disent qu'on est une minorité. Donc, ça n'arrive pas si souvent que ça. Et ça fait en sorte que, mais ça va donner des munitions masculinistes, comme quoi les femmes aussi peuvent être violentes. OK, donc on devrait juste crever dans notre trou parce que vous ne voulez pas nuire à votre image de féministe qui pense que c'est juste les dudes qui peuvent être violents. Puis, ce manque de connaissances-là et cette banalisation aussi de la violence entre femmes fait en sorte qu'il va y avoir des femmes lesbiennes ou bisexuelles qui vont avoir de la difficulté à identifier la violence dont elles sont victimes. Puis de plus, les stéréotypes présents dans certains organismes d'aide aux victimes de violences sexuelles, voulant que les hommes soient toujours les perpétrateurs de la violence et que les femmes soient les victimes, va vraiment venir rendre plus difficile la recherche d'aide et de soutien pour les victimes LGBTQ. Puis d'ailleurs, le processus de guérison et de reconstruction post-agression peut être entravé par le fait de ne pas pouvoir parler ouvertement de son identité de genre.
Donc, à cet effet, on a mis une personne queer et non-binaire âgée de 23 ans qui nous explique « Je trouve que dans tout le processus de croissance post-traumatique, de réaffirmation de soi et tout ça, je ne vais pas mentionner le fait que je ne me sens pas femme en toutes circonstances. Puis je me suis fait dire par une intervenante, il faut que tu reprennes confiance à la femme en toi, que tu reprennes du pouvoir sur ta vie. Mais je suis là et je suis comme, mais c'est pas juste une question de femme. Et j'avais l'impression que dans le processus de croissance personnelle, c'est comme si ça omettait un aspect qui, pour moi, ne découlait pas directement de l'agression, mais ça faisait partie de ma construction identitaire. Ça continue d'en faire partie. Donc, encore une fois, Audrey, je me demandais si ça résonne avec ton expérience. C'est tellement un gros sujet, on pourrait en parler pendant 4 heures, mais là, il reste comme moins de 5 minutes, fait que je vais accélérer. Donc, la divulgation, c'est facile à dire, mais il y a beaucoup d'embûches. Puis la première, malheureusement, c'est l'identification. Si on n'identifie pas la violence qu'on a vécue dans une relation lesbienne, par exemple, c'est pas vraiment possible d'enclencher quelconque processus. Nous, ce qu'on remarque sur le terrain, c'est que c'est vraiment le travail avec une intervenante qui, petit à petit, va faire en sorte que la personne va être amenée à réaliser la violence qu'elle a vécue. Ce qui est moins le cas, par contre, avec des agresseurs hommes, évidemment, parce que c'est plus clair socialement que les hommes peuvent être violents. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi la violence est difficile à identifier. Notamment, il y a peu de référents, en fait, pour s'identifier, par exemple, à une relation de violence dans une relation lesbienne. Donc, quand on parle des campagnes nationales, les médias qui parlent, par exemple, beaucoup de la violence des hommes et des féminicides, les services en violence qui sont organisés de manière binaire. Donc, on a les agresseurs d'un côté qui sont masculins, les victimes qui sont féminines. Et la définition même de violence sexuelle, on la travaille de plus en plus, mais ça reste qu'il y a encore, pour plusieurs personnes, c'est encore la pénétration forcée, puis c'est pas une pénétration forcée nécessairement avec un jouet, donc c'est vraiment l'homme avec une pénétration forcée. Des violences très évidentes, très physiques, qui n'est pas nécessairement le cas dans leurs expériences. Évidemment, tout ça, ça invalide leurs expériences de violence, puis c'est vraiment des embûches à l'identification. Ensuite, bien évidemment, il faut parler du tabou de la violence des femmes. Et de surcroît, je dirais, la violence sexuelle des femmes, parce que c'est encore un double, je dirais que c'est le deuxième étage du tabou. Il y a certains mythes qui contribuent à ça, notamment que les femmes n'auraient pas de pulsion sexuelle versus ce que les hommes peuvent vivre. Que les relations entre femmes sont douces, égalitaires, qu'il n'y a pas de violence, que les femmes ne sont pas violentes physiquement, sont plus violentes psychologiquement, c'est sournois, puis que les femmes ne peuvent pas être aussi violentes qu'un homme, ce qui est malheureusement pas vrai. Il y a aussi la peur de dévoiler l'identité de genre, soit sa propre identité de genre ou celle de son ou sa partenaire. Donc, il y a des personnes qui vont préférer mentir sur le genre de leur partenaire ou son propre genre dans les ressources de violence. Si elles parlent ouvertement même de leur orientation sexuelle, ces personnes-là sont marginalisées davantage dans les groupes. Donc, c'est quelque chose qui empêche vraiment de divulguer. Puis, il y a la pression d'un double ou d'un triple dévoilement sur les victimes. Donc, on parle ici de dévoiler une agression sexuelle, ce qui est déjà gros, son orientation sexuelle, puis l'identité de genre, son identité de genre ou celle de sa partenaire, ou celui de sa partenaire. Ensuite, la peur que personne ne les croit, parce que ça reste encore quelque chose qui est invisibilisé. Puis là, je ne rentrerai pas là-dedans, mais il y a des aspects aussi de petites communautés LGBT qui font en sorte que c'est difficile, tout le monde se connaît, puis ça crée des enjeux aussi au niveau de la divulgation, puis du processus de demande d'aide. Stop. Écoutez... Je pense que c'est primordial, en fait. Tu veux-tu faire une discussion? Ben non, on n'a pas le temps. Non, hein? Donc, j'avais une discussion. J'allais vous dire que ce que nos participants nous ont mentionné résonne avec la littérature. Donc, voilà. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Okay. Implication pour la pratique était notre conclusion. Oui, bien évidemment, adapter les services offerts, réfléchir à l'organisation des services en violence conjugale, en violence sexuelle, faire de la prévention, de la sensibilisation, de l'éducation sexuelle qui intègre les réalités LGBTQ+, ça va de soi. Puis, je m'en voudrais de vous laisser sans vous parler de quelque chose qui arrive là, présentement sur les réseaux sociaux. C'est le hashtag MeTooLesbien. C'est quelque chose de tout récent.
Il y a des personnes qui dénoncent de manière anonyme ou non sur les réseaux sociaux des relations de violence dans des relations lesbiennes. Donc, ça va faire un gros pas là, pour la compréhension, pour l'identification, puis pour avoir des référents, justement, de ces violences-là que les populations LGBTQ+ vivent. Désolée. Merci.